Gabrielle Bélanger, artiste déchaînée qui n'arrête pas, est ici en studio aujourd'hui au Eric Zone Podcast. Puis elle va nous parler de plusieurs projets très intéressants qu'il faut absolument que... Non, je ne vais pas dire ça. Est-ce que je peux te présenter comme ça? Je sais pas. Ben, c'est parce que t'es vraiment passionné là, de... Ben, artiste déchaîné, ça me dérange pas. Là. Je trouve ça... C'est juste que j'ai de la misère à pas rire. Ben, sinon, c'est comment est-ce que tu te présentes comme dans tes... Ça, c'est une grosse question. Là. Tout d'abord, je suis artiste visuelle. Mais en fait, quand j'ai réfléchi un peu à comment je voulais me présenter dans cette pratique-là avec la communauté, le terme qui reflétait le plus ce que je fais, c'est artiste de proximité. Et là, j'explique. Puis je l'utilise pas, en fait, parce que je suis toujours obligée de l'expliquer nécessairement, parce que c'est comme si c'était des emprunts à deux domaines complètement différents, là, le domaine de l'art et le domaine social. Donc, mon approche est vraiment teintée du travail de proximité en intervention sociale. Donc, tout ce qui est travail de rue, travail de milieu, on dit que c'est des approches de proximité. Donc, tu sais, mon premier volet de chaque projet, c'est vraiment d'être près des gens et tout ça pour créer le lien. Puis après ça, c'est comme embarquer dans un processus de création ensemble. Donc, l'idée de la proximité est là. Et nécessairement, on n'est pas dans l'intervention, mais on est dans l'artistique, donc artiste de proximité. Mais c'est ça, j'utilise pas beaucoup ce terme-là parce que tu veux pas être typecasté, tu veux pas te faire contenir dans ce rôle-là. En fait, je l'assume vraiment, ce rôle-là, d'entre-deux, là, d'entre art et social. Ben moi, j'aime ça, ce nom-là, artiste de proximité. Je trouve ça beau, puis en même temps, il y a quelque chose de... réconfortant. Ou tu sais, tu te méfies pas d'un artiste, dans le fond, ça va foutre le trouble. Ils sont là, tu sais qu'ils vont déranger, tu sais qu'ils sont là pour créer une réflexion, mais toi, la réflexion est... Je veux dire, les gens qui sont le public cible, c'est eux, ils t'aident à avoir cette réflexion-là ou à créer l'œuvre. Fait qu'il y a comme on est vraiment dans la co-création, ça c'est sûr, là, ça c'est clair. Mais on est dans le champ de l'art visuel. Je me positionne comme une artiste visuelle. Je veux dire, dans le milieu, je dis pas je suis artiste de proximité. Là, je dis je suis artiste visuelle. Puis c'est comme ça qu'on apprend à être ensemble. Puis c'est sûr qu'après, dans les discussions, je le dis souvent que j'ai une expérience d'intervenante sociale. Donc, c'est quoi tes médiums que tu utilises dans... Mon médium principal, c'est vraiment la sérigraphie. J'utilise beaucoup le cyanotype aussi. En fait, souvent, mes premiers contacts avec la communauté, les premiers exercices que j'amène, les premiers ateliers, on est beaucoup dans le dessin, dans la prise de notes, dans le brainstorm, dans la photographie aussi. Donc, je photographie des moments ou des choses qui m'interpellent, qui peuvent t'inspirer. C'est ça. Donc, on est vraiment dans la... Tu sais, je recueille une matière première, en fait, pour les œuvres qui vont venir, dans le fond. Puis souvent, j'utilise cette matière-là pour faire de la sérigraphie ou faire du cyanotype. Donc, si on est dans le dessin ou dans le collage, on peut reprendre des images qu'on a travaillées, puis après ça, je les mets dans des soies, puis là, on est dans la sérigraphie. En bout de ligne, ça donne la plupart du temps des installations. Nécessairement, je suis dans l'art relationnel, donc l'humain est au centre de, donc la performance se pointe nécessairement. Qu'est-ce qui est venu en premier, c'est le social ou l'art? Mais je dirais que ça a comme tout le temps été un parallèle. J'ai plutôt étudié dans le social au début. Dans le social en même temps, j'ai fait des études assez généralistes, là, puis j'ai fait un cégep en sciences humaines. Mais parallèlement à ça, je gagnais des prix en art, parce que j'avais une pratique artistique à côté, puis bon. Puis après, à l'université, j'étais allée en sociologie, puis après, j'étais allée en art. Puis après, j'étais allée en travail social. Donc, puis après ça, j'ai fait beaucoup de formations plutôt dans le domaine de l'art. La sérigraphie, je l'ai appris après mes études en art. Le cyanotype aussi. Donc, c'est vraiment... en 2012, je suis devenue membre d'Engramme, puis j'ai vraiment travaillé beaucoup en atelier sur plein d'affaires pour explorer. Donc, il y a quand même une partie de ma professionnalisation qui est autodidacte aussi, je dirais. Tu es devenue membre de quoi? Engramme, qui est un centre de production en estampes, diffusion en art actuel à Québec, qui est dans le complexe Méduse, là. Donc, on peut faire sérigraphie, lithographie, gravure. Il y a des ateliers de ça là-bas. Ma démarche artistique est vraiment... s'inscrit toujours avec la communauté. Puis, je me suis intéressée aux femmes travailleuses du sexe et ex-travailleuses du sexe de l'organisme Projet Lune à Québec. Puis, on a investi ensemble un processus de co-création. Il y a eu beaucoup d'ateliers avec les femmes. On a commencé
juste en allant prendre des cafés pour apprendre à se connaître. Donc, on était vraiment dans la création de liens. Puis moi, mon approche, c'est vraiment de m'insérer dans un milieu pour vraiment prendre le pouls puis être avec, faire avec. Donc, j'ai fait partie du comité de travail, par exemple, à Projet Lune. Donc, on se rencontrait, on créait un lien comme ça. Puis, peu à peu, j'amenais des exercices artistiques à travers nos rencontres. C'est ça, je suis allée prendre des cafés avec la plupart des femmes, puis j'essayais de voir qu'est-ce qui se recoupait dans les histoires de chacune, ce qu'ils avaient envie de livrer, ce qu'ils avaient envie de travailler, ce qui les animait. Puis à partir de là, j'ai conçu des ateliers sur mesure pour elles qui ont mené après à la construction d'installations qui donnaient vraiment voix, dans le fond, à leurs propos. Est-ce que tu as une formation en truc social? Moi, j'ai comme une double formation. Ouais. C'est ça, j'ai une formation en art puis j'ai une formation en travail social aussi. Donc, j'ai travaillé comme intervenante sociale là, quelques années. Puis après ça, j'ai décidé vraiment de me positionner plus comme artiste, finalement, dans les milieux communautaires parce que moi, c'est vraiment des processus artistiques que j'avais le goût d'investir. Donc, toi, tu arrives là, il y a déjà un canevas au projet Lune, puis toi, tu apportes ta compréhension, ton expertise, puis ta touche pour essayer de les aider à pousser encore plus l'exercice de venir en aide à ces personnes-là qui ont fait du travail de rue. Mon intention à moi, c'est pas tant de venir en aide à la base. C'est vraiment plus de donner voix, en fait. T'sais, avec les processus artistiques, souvent, on arrive à dire des choses qu'on ne pourrait pas dire avec les mots. Donc, c'est un peu cette magie-là qui m'intéresse. C'est sensible, là. Oui, vraiment. Est-ce qu'il y a eu des... je veux pas... peut-être qu'on arrive un peu trop vite au point ou au résultat. Dans le fond, ça a été, j'imagine que ça a été un résultat positif, néanmoins. Oui, vraiment. C'est ça. En fait, au niveau matériel, le résultat, il y a eu une exposition à la fin du projet qui avait lieu à Sherpa. Une galerie là, qui a pignon sur rue sur Charest. Puis la façon que la galerie est faite, ça me faisait vraiment penser au Red Light d'Amsterdam, donc l'idée des vitrines. Donc j'ai proposé aux femmes de s'exposer autrement. Donc on a décidé de délaisser les corps. Tu sais, le corps a été beaucoup discuté et travaillé quand même dans les ateliers puis dans les rencontres, mais là, on a décidé de laisser de côté les corps pour exposer autre chose, finalement. Oui. Donc, chaque femme avait sa vitrine et nous parlait d'elle, soit d'une expérience personnelle, mais en fait, livrait ce qu'elle avait envie de dire, en fait, au reste de la population, sur la prostitution, sur le travail du sexe, mais sur la condition de la femme en général aussi. C'est un peu sensible aussi d'utiliser cette image-là du Red Light. Ça, c'est à Amsterdam, c'est ça? Ouais. C'est étrange de voir qu'est-ce qu'ils ont fait de ce... Dans le fond, c'est une rue qui est là-bas? C'est plusieurs rues, c'est un quartier, en fait. Et dans les vitrines, derrière les portes, il y a des femmes qui Ça m'étonne attendent, que ça soit dans ce pays-là qui est progressiste ou... je ne sais pas si je le connais pas exactement totalement, mais je sais qu'au niveau de la drogue, ils ont légalisé le cannabis, ça fait très longtemps. Puis là, maintenant, il y a ça qui est possible de voir des femmes dans des fenêtres, puis... Habituellement, je veux pas dire qu'on verrait ça plus aux États-Unis à certains endroits, là, mais il me semble que... En même temps, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de progressiste là-dedans aussi, dans le sens qu'il n'y a pas d'autres pays où on voit ça. Après, c'est ça. J'ai pas nécessairement le goût, puis j'avais pas le goût non plus, dans ce projet-là, d'entrer dans le débat de pour ou contre la légalisation, par exemple, et tout ça. C'était pas une question de parler de légalisation, c'était juste vraiment d'exprimer les sentiments de ces personnes-là par rapport à ce qu'ils ont vécu. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est quand même un débat qui est sensible, je pense, vraiment, là. Puis, tu sais, Projet Lune aussi se donne comme mandat de ne pas prendre position. Donc, ils accueillent toutes les femmes qui se désignent comme femmes. Donc, qu'ils soient dans la prostitution ou pas, ou qu'ils soient autour de la prostitution, mais ils prennent pas position pour ou contre la légalisation. Donc, pour moi, c'était important aussi de ne pas aller là, tu sais, puis de pas... Puis, tu sais, dans les femmes avec qui j'ai été en contact, tu sais, il y avait vraiment de tous les opinions, de tous les principes, les valeurs. Donc, c'est beau aussi, là, cette diversité-là. Oui, parce que là, tu viens de dire... celles qui se présentent comme femmes, excuse-moi. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il pourrait y avoir des femmes trans, par exemple, qui viennent, qui utilisent les services de Projet Lune. Comment ça s'est passé, ça, de trouver ce projet-là? En fait, moi, tous mes projets artistiques
font appel à la communauté. C'est un choix, dans le fond, c'est une prise de position. Il y a un engagement dans ce que je fais là-dedans. J'avais travaillé précédemment avec les Hommes de la Maison Revivre, qui est un refuge pour sans-abri. Puis j'avais eu un processus sur du long terme, là, 6 à 8 mois avec eux, puis il y avait une exposition qui avait découlé de ça. Puis en fait, le monde de la rue m'intéresse particulièrement. Puis moi, comme intervenante sociale, j'ai fait mes débuts aussi à l'Aube-Rivière, donc il y a un parallèle nécessairement. Puis je trouvais ça intéressant de retourner dans un refuge, mais avec un autre regard, tu sais, avec une autre sensibilité. Ben, je veux dire, je suis la même personne, j'ai la même sensibilité, mais avec une approche différente, vraiment. Puis ben c'est ça. Puis j'étais dans le monde des hommes, vraiment, là, dans le cadre de ce projet-là, du projet Relié. Puis j'ai eu envie d'aller voir du côté des femmes dans la rue qui étaient là, finalement. Puis tout de suite, j'ai pensé au travail du sexe. Donc, j'ai approché Projet Lune, puis il était super ouvert et excité d'un projet artistique. Donc, parce que tu avais de l'expérience, dans le fond. Je veux dire, c'est pas des sans-abri, mais à quelque part, il doit y avoir cette réalité-là aussi qui va toucher ces femmes-là. On est dans le monde de la rue, on est dans le... Tu sais, on est aussi dans les besoins de base aussi, je pense, là, c'est d'avoir un toit au-dessus de notre tête. Oui, puis, c'est ça. Ouais. Tu sais, les deux, que ce soit la Maison Revivre ou Projet Lune. Projet Lune aussi a une maison d'hébergement. Donc, on est vraiment dans des besoins de base de logement, se nourrir et tout ça. Donc, ça m'intéresse, en fait, parce que c'est très brut comme... Puis de l'art sans avoir un commentaire social, moi, j'ai toujours trouvé que c'est un peu... blasé, là. Je veux dire, si t'as pas quelque chose à exprimer, si c'est juste comme de l'art décoratif, moi, je vois pas l'importance de... C'est sûr, il en faut de l'art décoratif, il y en a partout, mais en gros, si t'exprimes pas une opinion à travers ce que tu fais, tu passes à côté de la traque. Personnellement, puis tu sais, je veux dire, j'ai des belles choses chez nous parce qu'elles sont belles, mais moi, personnellement, j'incarne, je pense, trop fort les deux côtés, tu sais, l'art et le social pour faire des choses qui sont pas engagées. En même temps, il y a comme une nuance parce que je suis pas une artiste qui fait des pancartes dans la rue non plus, tu sais, je suis pas... j'aime bien l'idée de l'engagement, mais d'aller aussi dans l'intime, en fait, dans l'engagement. Donc, on n'est pas nécessairement dans quelque chose de militant, mais on est dans quelque chose d'engagé parce il y a quelque chose de très prenant et de nécessairement social aussi. Oui, ça te rejoint. Dans le fond, c'est de la justice. Il y a quelque chose là, tu as un besoin de... Oui, ben c'est l'idée de donner voix, moi, qui m'aide. Surtout dans le projet Nuit, là, c'est vraiment l'idée de donner voix, de donner... Tu sais, via les médiums artistiques, de permettre à des femmes de prendre la parole sur la place publique, ça, pour moi, ça fait sens. À quelque part, est-ce que tu le vois comme un happening, ou je sais pas comment l'expliquer? Oui, il y a des œuvres artistiques, c'est des happenings, où c'est que tu as quelqu'un qui va aller à un endroit, à une date spécifique, à une heure spécifique, puis les gens sont invités à contempler, parce que dans le fond, c'est un vernissage à quelque part, l'œuvre finale, mais il y a un exercice aussi à travers tout ça d'échange. De prise d'espace, de prendre place dans la société, je pense, via l'exposition, via le vernissage, et aussi il y a eu une capsule de la Fabrique culturelle qui a été réalisée sur le projet. Donc nécessairement de prendre la parole de cette manière-là, en étant filmé, en disant des choses qui allaient être enregistrées, ça aussi c'était vraiment la question de prendre place sur la place publique. Donc, tu sais, ça a vraiment fait partie du processus. Donc, il y avait un support média, il y avait vraiment une équipe à quelque part autour de ça. Je veux dire, en plus des gens qui étaient concernés, il y avait toi, puis il y avait aussi un appui... moi, j'étais comme la chargée de projet, l'artiste, la médiatrice. J'avais comme pas mal tous les chapeaux. Mais j'avais un support de Sherpa qui accueillait l'exposition, donc des agents socioculturels qui sont là au niveau du montage et tout ça. Puis j'avais un support, c'est ça, j'ai collaboré avec Marjorie Champagne là, de la Fabrique culturelle pour la capsule de Télé-Québec. Donc ça a été vraiment un beau processus en fait aussi de vivre ça avec ce soutien-là parce que c'est des personnes, autant les agents socioculturels à Sherpa que Marjorie, c'est des artistes qui sont sensibles aussi à ces ponts qu'on peut faire entre l'art et le social aussi. Est-ce que c'est du monde avec qui tu avais travaillé avant, Marjorie? Ou Marjorie, j'avais travaillé avec elle parce qu'elle avait fait aussi une capsule pour Relier, donc le projet avec les sans-abri de la Maison Revivre.
Puis Sherpa, oui, parce que j'ai fait d'autres projets de médiation là-bas avec eux. Donc, c'est comme des liens qui sont créés puis qui sont forts et pertinents. Là. Est-ce qu'il y a moyen qu'on aille voir peut-être rapidement, peut-être Marjorie Champagne, la fabrique culturelle? Je ne sais pas s'il y a moyen de juste le voir rapidement. Elle est rendue à CKIA, là, fait que, à Québec Réveil. Fait. Elle travaille c'est une station de radio, ça? Ben, en fait, elle a travaillé pour Télé-Québec à la Fabrique culturelle avant, donc c'est dans ce cadre-là là, qu'elle a fait la capsule. Puis tu sais, ça, ce qui est intéressant, c'est que elle a vraiment une approche super humaine qui fait aussi que la capsule, ça faisait vraiment partie du processus, tu sais, dans le fond, avec les femmes, là. OK, puis après ça aussi, il y a eu moyen de diffuser le projet puis de l'envoyer, atteindre surtout les médias principaux. J'imagine Télé-Québec, c'est quand même une bonne chaîne. Oui. Donc, Aube-Rivière, ça, c'était un autre projet sur lequel tu avais travaillé auparavant? Non, c'est ça. En fait, j'ai travaillé à l'Aube-Rivière comme intervenante il y a longtemps. Puis là, je suis revenue en 2016-2017 Je me suis impliquée à la Maison Revivre, qui est un autre refuge pour sans-abri à Québec, avec le projet Relié. Puis dans le fond, une exposition qui a découlé de ça, ça a eu lieu à la Bibliothèque Gabriel Roy en 2017. Puis c'est important pour moi que ça se passe là, parce que la bibliothèque, c'est vraiment un lieu de rassemblement, je dirais, de plusieurs personnes qui sont dans la rue parce qu'ils peuvent aller se réchauffer là, parce qu'ils peuvent aller se divertir là. Donc, c'était comme de placer l'expo là. Pour moi, c'était signe de on peut vous donner une place. Parce que c'est sûr qu'il y a plein d'enjeux, je pense, par rapport au fait que des gens de la rue viennent à la bibliothèque, là, nécessairement. Donc, c'est ça. C'était aussi un message de vous avez un espace là. Puis la collaboration avec les Hommes de la Maison Revivre s'est poursuivie. Récemment, j'ai fait à la Nuit des Sans-Abri, qui avait lieu le 19 octobre de cette année, 2018, une espèce d'happening performance. C'était une épluchette de patates, en fait, parce que les Hommes de la Maison Revivre, ils épluchent des patates ensemble plusieurs matins par semaine. Puis quand j'ai passé beaucoup de temps là-bas il y a quelques années, je me rendais compte que c'était vraiment un moment... j'ai épluché des patates avec eux à 7 heures le matin, puis je me rendais compte que c'était vraiment un moment de collectif, en fait. Ouais. Fort. Puis, tu sais, le soir, ils soupent ensemble, puis il se passe pas grand-chose, il y a pas grand monde qui se parle, mais le matin, ça se passe. Fait que pour moi, ça a été super touchant. J'avais fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs, des focus des mains qui épluchent des patates, puis bon. Puis, j'ai repris un peu cette idée-là dans le cadre de la Nuit des Sans-Abri. Donc, j'ai organisé une épluchette de patates. Donc, il y avait des Hommes de la Maison Revivre qui épluchaient des patates. Il y avait comme un cercle d'épluchage. Puis, les passants pouvaient se joindre aux hommes pour éplucher les patates. Puis, après ça, c'était comme un peu une chaîne humaine. Donc, les patates étaient coupées en frites, on les faisait frire et on les redonnait aux gens dans la rue. Puis, on avait imprimé en sérigraphie sur des petits sacs à patates. Dans le fond, un slogan typographié et imprimé par les Hommes de la Maison Revivre qui disait « Lâche pas la patate ». Donc, c'était aussi un symbole d'encouragement pour quiconque passait là, mais aussi pour les gens de la rue. Donc, ça a été super festif, puis on est vraiment dans l'art relationnel, donc créer des rencontres, puis finalement, le sac de patates, il témoigne de cette rencontre-là au bout de la ligne, là. Lâche pas la patate. Y a-tu moyen de le voir, ça, cette vidéo-là, sur ton YouTube ou quelque chose comme ça? Le vidéo, oui. Dans le fond, tu peux marquer... le titre, c'est pas du street art, c'est du mill art. C'est un homme qui a dit ça. En fait, tous les titres des œuvres de ce projet-là, c'était des phrases que les gars m'ont dit que je mettais. Ouais. Donc, ceux qui veulent aller voir, ceux qui voient pas présentement, c'est pas du street art, c'est du mill art. Puis la page YouTube, c'est dans le fond, c'est Gabriel Bélanger, si vous voulez aller trouver ça. Dans le fond, c'est vraiment une séquence de vue de détail sur des mains d'hommes qui épluchent. Donc, c'est une séquence vraiment comme ça. Puis, on sent, tu sais, dans la vidéo qu'il y a une interaction, tu sais, parce que même dans les gestes des mains, on comprend qu'ils se parlent, qu'il y a une rencontre à travers ça, là. C'est les mains qui parlent. Oui. Intéressant. Vraiment. Wow. Est-ce que vous voulez aller voir la photo de... Oui, certainement. Ça va être sur mon Facebook. Donc, c'est ça, ta page officielle professionnelle d'artiste, c'est Gabriel Bélanger, artiste. Oui. Non, il y a...
Ah. Il y a des points entre chaque mot. Donc ça se passait le matin, c'était une invitation aux gens qui passaient de venir? Non, ça se passait le soir. Dans le fond, l'année des sans-abri commence à 4 heures, puis j'avais organisé ça sous forme de 5 à 7. Fait qu'entre 5 et 7 heures, on a épluché, coupé et fait les frites. Est-ce que ça faisait partie d'un exercice avec plusieurs événements liés à ce projet-là? Ben, en fait, suite au projet relié, j'avais un contact avec le RAIC, qui est le regroupement d'aide aux itinérants et itinérantes de Québec, qui organise la Nuit des sans-abri. Donc, l'année passée, pour la Nuit des sans-abri 2017, il y a une des œuvres que j'avais fait qui s'appelle « Juste l'intimité qui me manque », qui est un lit, en fait, avec des silhouettes d'hommes dedans. Je pourrais vous la montrer aussi. Donc, on avait c'était une installation à partir de cyanotype, qui est une technique d'estampe. Puis, on avait mis ce lit-là dans la rue pour le photographier, puis c'est devenu l'affiche de la Nuit des sans-abri. Et le lit était à la Nuit des sans-abri, tout ça. Donc, il y avait une collaboration qui était déjà débutée à ce moment-là. Puis, c'est ça, j'avais l'idée là, de l'épichette de patates. Donc, on a décidé de le faire en 2018. Super. Je peux vous montrer le lit. Ben oui, certainement. Oui. Donc, en fait, c'est la technique du cyanotype. Dans le fond, je plonge ces 8 draps de coton que j'ai plongés dans une solution photosensible. Puis après, quand les draps sont secs, je demandais aux hommes, donc chaque homme était associé à un drap, de se coucher au soleil pendant 15 minutes sur le drap. Et là, sa silhouette s'imprégnait en fait dans le drap. En fait, après, je révèle les draps et où le soleil a été, ça devient bleu et où le corps était, ça redevient blanc, donc le drap du départ. Il y avait, je pense, 5 hommes de la Maison Revive. Moi, j'étais dedans. Puis j'avais quelques personnes de mon réseau, en fait, parce que je voulais un peu porter le message que n'importe qui peut se retrouver dans ce lit-là. Puis aussi, ce qui est spécial avec ce lit-là, c'est que c'est mon lit d'enfant de quand j'étais tout petite que j'ai repris pour l'installation parce que la première fois que je suis arrivée à la Maison Revive dans le dortoir, il y avait mon lit, en fait. Il y avait un lit identique à celui que j'avais quand j'étais enfant. Fait que c'est que j'ai comme fait, OK, c'est comme si j'étais ici déjà. Fait que j'ai comme utilisé cet aspect-là dans l'œuvre. Donc, je suis aussi dans le lit. Puis, ben voilà, il y a des gens autour de moi. Puis, il y a des hommes de Revive aussi. Donc, ça, c'était en 2000... Ça, c'était en 2016-2017. Okay, l'expo est en 2017, oui. OK, fait que t'es pas mal occupé, t'as beaucoup de projets en même temps. C'est tout parce qu'il n'y a pas uniquement que la diffusion ou l'événement puis la diffusion, il y a aussi la préparation. Fait que toi, t'as vraiment du pain sur la planche. Ben, c'est souvent des processus, je dirais, ça dépend là, entre... Ça dépend vraiment, en fait. Mais, tu sais, comme je disais tantôt, j'ai fait une résidence dans une communauté naturiste. C'était un processus de 10 jours. Mais souvent, c'est comme 3 mois avec les hommes de Revive, ça a été 6 mois, puis ça se poursuit. Donc, tu sais, nécessairement, quand tu crées des liens à travers la magie du processus artistique, ben c'est des liens forts, puis souvent, ben ça se poursuit un peu parce que j'habite pas loin de ces organismes-là aussi. On se croise dans la rue, on se donne des nouvelles. Donc, il y a quelque chose qui s'installe un peu de soi, là. Et ces gens-là, la plupart du temps, les gens qui sont dans le projet, eux autres, est-ce qu'ils sont un peu réticents par rapport à ce que tu leur proposes ou est-ce que, en général, c'est vraiment bien perçu? Ils se disent, toi, tu viens de l'extérieur, tu connais pas leurs problèmes vraiment. Ben, en fait, je pense qu'une des clés, c'est de se présenter comme égal, en fait. Puis c'est sûr que ce que je propose... L'humilité. Oui, vraiment. Ouais. Puis dans la discussion aussi de me positionner comme vraiment dans l'égalité. Puis aussi, c'est sûr que mes propositions sont souvent un peu bizarres, fait que ça fait sourire, fait que des fois, ça l'accroche. Puis il y a certaines techniques aussi que j'utilise qui sont assez magiques, c'est-à-dire la sérigraphie, le cyanotype, c'est des choses que tu fais comme aïe, aïe, OK, je viens d'imprimer, tu sais, fait que ça surprend, puis on se rend compte que facilement, on peut créer un objet d'art, tu sais, ça surprend qu'on devient un artiste aussi, donc ça brouille un peu les pistes entre l'artiste puis le citoyen, finalement, aussi, là, ce genre de projet-là. Ça brise la routine aussi pour eux autres. Là. Vraiment. Ouais. C'est comme, plus tôt cet automne, je les ai proposé de faire un mobile à partir de bouchons qu'on se met dans les oreilles, là, des bouchons d'oreilles, là, ouais, pour mettre dans la chambre des ronfleurs, parce qu'à Revive, il y a une chambre des ronfleurs. Donc, c'est très ludique, ça fait sourire. Les gars vont se pointer dans leur chambre, il va y avoir un mobile avec des bouchons d'oreilles, tu sais, ça va être
un peu n'importe quoi, puis c'est drôle, puis c'est le fun, tu sais. Fait que les gars, ils embarquent. Puis oui, ça change la routine, puis ça fait un peu de magie, puis sourire, puis de soleil dans leur journée, là, c'est sûr. Puis de se faire remarquer, d'être vu aussi. Parce que dans le fond, tous ces gens-là, ils ont vécu des choses qui ont fait en sorte qu'à ce moment-là, dans leur vie, ils sont oubliés. C'est des gens oubliés à quelque part. Je sais pas si c'est peut-être pas une bonne étiquette à donner. Je pense que oui, mais... parfois, possiblement, oui. Ouais. Puis d'être vu. Donc, ça donne, tu sais, par exemple, les sacs pour les patates frites qu'on a imprimés pour la Nuit des sans-abri. C'est l'homme qui a fait la typo de ça. Tu sais, lui, il fait ça. Il y a un cahier avec plein de typos. Fait que, tu sais, moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, OK, ben là, il faut que tu écrives quelque chose, tu sais, pour une intervention qu'on va faire, tu sais. Ouais. Lui, il était déjà artiste. Il était déjà là-dedans, là, tu sais, dans la typo. Il aimait ça, faire ça. Fait que là, on a parlé de slogan par rapport aux patates, puis là, ça s'est ressorti, fait qu'on est allé vers ça. Puis plus tard, on a imprimé les sacs ensemble, puis là, il me disait « Ah, mais c'est la première fois que quelque chose que je fais va se retrouver sur l'espace public, tu sais, dans le fond. » Puis, tu sais, c'est beau ce qu'il a fait. C'est quoi le nom de cet artiste-là? Je sais pas si le nom, est-ce qu'il est affiché? C'est un homme de la Maison Revive qui s'appelle Stéphane, mais... OK, c'est vrai, c'est parce que on peut peut-être pas le mentionner, là, mais en tout cas, c'est beau ce que Stéphane a fait. Là. J'aime bien la typo qu'il a utilisée. Oui. Super. Les gens veulent travailler avec toi. Je veux dire, t'as vraiment... on voit ce que tu as fait, ton CV, c'est vraiment intéressant. Fait que quand tu arrives à ton plus récent projet qui a été fait ben, je sais pas, cet été, est-ce que c'était ton dernier projet ou est-ce que là, en ce moment, tu dois avoir d'autres choses en cours ou qui se préparent, que tu n'as pas encore... Oui, je suis dans un projet de création présentement. Mais dans le fond, il y a eu Relié en 2016-2017. Ben, il y a eu plein d'autres projets. Là. Il y a eu Refuge avec des jeunes réfugiés. Il y a eu... il y a eu Tisser Texté aussi avec un cercle des fermières et des jeunes d'une maison des jeunes et d'une école secondaire. Puis en fait, c'était à la Maison des arts et de la culture de Bramptonville. C'est un projet de médiation culturelle. Puis ça, je m'étais vraiment... En fait, on m'a proposé de faire un projet intergénérationnel. Donc, encore l'idée des gestes. Donc, j'ai réfléchi à des gestes, en fait, qui pouvaient représenter des générations différentes. Puis, ben nécessairement, chez les fermières, on parlait du tissage. Là, on était vraiment là-dedans. Puis, je me suis dit, bon, ben, les jeunes, ça peut être quoi? Puis, l'idée de texter, évidemment, est ressortie. Fait qu'il y avait plusieurs œuvres qui ont découlé de cette rencontre-là. Dans le fond, l'idée, c'est de créer des rencontres puis de créer des œuvres qui évoquaient cette rencontre-là ou qui témoignaient de cette rencontre-là. Après ça, il y a eu Nuit avec les travailleuses du sexe. Puis, il y a eu le projet Estampe Nomade qui a fait naître La Carriole, qui est un atelier de sérigraphie mobile. Donc, tout l'été, moi, j'étais dans la rue à vélo avec un trailer derrière mon vélo qui s'ouvrait et qui devenait un atelier de sérigraphie mobile. Et puis, j'invitais les gens dans la rue à venir imprimer avec moi. Dans les soies. Il y avait des dessins que j'avais fait préalablement avec des gens dans les organismes communautaires. Donc, c'était vraiment leurs dessins que j'allais réimprimer avec eux dans la rue. Puis ça a vraiment pogné. On a touché, je dirais, à peu près 500 personnes cet été avec la sérigraphie. Donc, des gens qui ont imprimé avec moi, avec qui on a parlé de sérigraphie. Puis, c'est fou comment... on se rend compte que dès qu'on ouvre ce champ de l'art-là, les gens ont des choses à dire, en fait. Les gens ont souvent une histoire par rapport à des objets d'art, ont souvent des souvenirs d'enfance liés à quelque chose d'artistique. Donc, ça donnait vraiment lieu à plein de discussions puis de rencontres surprenantes, là, vraiment. Des histoires, ben, je vais le dire, mais tu sais, c'est ça. Il y a un moment donné, il y a une femme qui dit « Ah, mais moi, j'aimerais ça, faire un dessin avec ton encre, avec mes seringues, tu sais. Fait que là, elle sort ses seringues, puis là, moi, je m'assurais qu'il était propre, là, ses seringues, pour être sûre. Puis là, elle a mis une des seringues qu'elle a déballée dans le pot d'encre pour essayer de mettre de l'encre dans sa seringue pour après ça faire un dessin sur une feuille avec sa seringue. Mais tu sais, c'est tellement le genre de choses qui peut pas arriver dans un atelier, là, tu sais. Fait que, tu sais, il y a comme une beauté là-dedans, puis une espèce des choses un peu accidentelles et spontanées qui permettent après ça aussi de pousser la recherche-création d'un artiste, là, nécessairement. Là. Moi, je sais pas que je vais commencer à faire des dessins avec des seringues, là, mais quand même. C'était unique. C'était sa signature à elle. Ouais.
À quel niveau c'est thérapeutique, toi? Qu'est-ce que tu approches ou qu'est-ce que tu proposes? Tu sais, les dépendances aux alcools et aux drogues, c'est comme quelque chose qui se retrouve pas mal dans les milieux que... Ouais. Tu sais que... C'est pour ça qu'il y a des intervenants qui sont là pour... Oui, c'est ça, c'est sûr. Mais tu sais, en même temps, moi, j'interviens pas En fait, j'interviens pas. Moi, tu sais, je suis comme plus là comme être avec puis faire avec, là. Proposer une prise de conscience ou... Oui, un peu, ouais, on peut dire ça. Puis oui, c'est sûr que, tu sais, par exemple, cet été, une fois sur deux, je sortais 2 à 3 fois par semaine avec la carriole, puis une fois par semaine, j'allais sur le parvis de l'église Saint-Roch, où il y a beaucoup de gens qui fréquentent les organismes sociaux dans le coin, puis il y avait toujours une intervenante de l'engrenage qui venait avec moi, tu sais, parce que ça lui permettait, elle, de faire du travail de milieu qui rentre vraiment dans son mandat, puis nécessairement, ça servait aussi mon projet. Ah, ça doit être difficile comme milieu. J'admire ce que tu fais parce que moi, c'est un peu pas une jalousie, là, mais j'avoue que c'est super de pouvoir toucher puis d'être là avec ce monde-là puis de leur parler puis de leur faire découvrir l'espoir, dans le fond. Toi, comment tu le perçois, ce que tu fais? Je tiens à dire que je me sens quand même privilégiée, en fait, d'avoir accès à ces histoires-là, à ces personnes-là qui ont des vies souvent sinueuses, qui sont pas... on n'est pas dans le mainstream, là, on est dans des petits sentiers de terre pas battus souvent dans les histoires. Puis moi, ça m'émeut, ça me fait vibrer, en fait. Donc, ça a beaucoup de sens pour moi de faire ça. Fait que, tu sais, je trouve pas ça... il y a des choses dures, concret, mais il y a des choses très dures là, qui se disent, mais en même temps, pour moi, il y a beaucoup de beauté là-dedans, tu sais. Puis au niveau de l'impact, ben, tu sais, nécessairement... c'est de créer un lien avec quelqu'un, tout d'abord. Ma démarche, un peu, je la vois comme les processus que je mène, ça permet aux gens de, tout d'abord, recréer un lien avec eux. Parce que souvent, au début, je fais beaucoup des exercices d'introspection, des trucs comme ça. Après ça, de créer un lien avec l'autre étant moi, d'avoir un lien de confiance avec quelqu'un. Il y a des gens qui ont des liens de confiance avec personne. Après ça, de créer un lien dans la communauté. Donc, souvent, ça finit par plusieurs liens individuels qui se regroupent. Donc, il y a des processus vraiment plus collectifs qui se vivent. Et de recréer un lien au monde de par l'exposition ou de par le projet qui est présenté sur l'espace public. Donc, c'est vraiment comme moi, je le vois comme une espèce de V là, qui s'ouvre pour comme s'émanciper. Moi, je le vois vraiment comme ça. Fait qu'au niveau de l'impact, je le décrirais comme ça, je pense. Ben, ça doit pas être facile, dans le fond. Tu vis plein d'affaires toute ta vie, puis t'as envie des histoires difficiles, puis que quelqu'un arrive, puis que te tende la main, puis te demande de t'ouvrir, c'est vraiment, ça se passe pas en une journée. Non, c'est ça. Puis c'est pour ça que, tu sais, dans mon approche, tu sais, est vraiment inspirée de mon expérience d'intervenante sociale parce que au début, ben c'est juste être avec, faire avec. Là. On peut faire la vaisselle ensemble, cuisiner ensemble, manger ensemble, jouer aux cartes, aller prendre une marche. C'est vraiment ça qu'on fait. Puis peu à peu, ben les barrières tombent. Puis s'il y en a qui ont envie de s'ouvrir, ben ils s'ouvrent. Puis s'il y en a qui n'ont pas envie, ben moi je respecte ça. Il n'y en a pas d'obligation. Là, fait que... Parce que le médium de l'art, ça doit être quand même intéressant. Là. Oui. Pas tout le monde est artiste, mais souvent, c'est ça. Ben, en fait, c'est comme si j'apportais un peu... des outils, des outils, puis des trucs qui sont faciles aussi à... avec lesquels tu peux interagir, que tu peux... Oui, c'est ça, tu sais, puis que tu n'as pas besoin non plus de savoir... Tu sais, moi, je veux dire, dès que j'arrive dans un milieu, puis que je dis « on va faire un projet de création », tout le monde me dit « ouais, mais moi, je sais pas dessiner. » C'est vraiment la première affaire qu'on dit tout le temps. Fait que, tu sais, je suis comme, ben, on s'en fout, on va faire des photos, on va travailler à partir des photos, tu sais, par exemple. Fait que, après ça, la photo, elle peut aller dans la sérigraphie, puis on peut mettre des couleurs toutes mélangées dedans, puis après ça, ça peut t'emmener ailleurs. C'est comme de donner des moyens aussi qui sont accessibles faciles. Personnellement, toi, c'est la sérigraphie, c'est ton médium principal? Ouais. Ben, moi, j'aimais beaucoup travailler la photo. Je travaillais parallèlement à la peinture, puis la sérigraphie permettait de faire se rencontrer les deux. Du fait que j'imprimais sur des toiles, j'imprimais des photos ou des fragments de photos et tout ça. Le cyanotype aussi me permet aussi de travailler la photo. Donc, c'est ça qui m'intéressait.
plus ma pratique avance, plus je t'avoue que la forme... on dirait que l'estampe revient tout le temps. L'estampe est toujours là, mais l'idée de l'empreinte, de la trace m'intéresse vraiment. Mais c'est ça prend souvent la forme d'installation où l'estampe a une place, mais pas tout le temps non plus. Tu sais, dans le mobile de bouchon pour les oreilles, on n'est pas là-dedans. On n'est pas dans l'estampe, mais on est dans la rencontre, puis dans le ludique, puis dans l'art un peu infiltrant aussi, là, tu sais. Hey, on a vraiment sauté d'un projet à l'autre. Je sais pas si ça va faire du sens. On a sauté comme de... Eh boy, comment qu'on peut mettre parce que la chronologie, c'est quand même important de reconnaître ton œuvre chronologiquement toutes les époques, puis j'ai comme l'impression qu'on a comme sauté dans un... Ben, je sais pas, moi, c'est pas bon de trop promouvoir plein d'affaires, je sais qu'on met en contexte, mais... Présentement, je suis sur un projet qui s'appelle RUES, R-U-E-S. En fait, de plus en plus, je me rends compte que après des projets avec la communauté, c'est souvent très intense, il y a souvent beaucoup de choses à dire. Ouais. Émotionnellement, ça doit être difficile, là. Ben, c'est intense, c'est très intense. Mais je suis une fille intense, fait que ça fit avec moi, là. Mais après ça, j'ai comme besoin d'un moment de gap, là, où je retombe de tout ça. Puis souvent, il y a des nouvelles idées qui émergent. C'est comme si comme si je donnais voix, puis qu'après ça, j'avais un regard pas mal plus personnel ou intime à moi, tu sais, que je pouvais comme juxtaposer un peu à ce que j'ai vécu. Donc, le projet RUES, c'était un peu ça, l'idée derrière. C'était d'avoir une réflexion sur le projet Relié que j'ai fait avec les sans-abri et Nuit que j'ai fait avec les travailleuses du sexe et de pousser plus loin, dans le fond, ma recherche à ce niveau-là. Donc, présentement, je travaille, dans le fond, l'intervention à la Nuit des sans-abri, là, l'histoire des patates frites, ça faisait partie du projet RUES. Puis là, je vais faire une intervention dans l'ascenseur du Faubourg dans les 2 prochaines semaines. Sur le thème de la cohabitation des différentes personnes dans les quartiers centraux du centre-ville. Pour moi, l'ascenseur, c'est un lieu de cohabitation obligé, là, donc j'utilise ça un peu pour faire réfléchir les gens sur l'idée de la cohabitation. Donc, ça va être de la sérigraphie dans cet ascenseur-là. L'ascenseur, c'est pas un endroit, c'est un ascenseur, là. Oui, c'est un ascenseur. Oui, c'est un ascenseur. Okay, je pense c'est un vrai ascenseur. J'essaie de voir si c'était pas un café ou qui s'appelle l'ascenseur. Non, c'est ça. Il y a un ascenseur dans le café, disons. Il y a un vrai ascenseur qui fait un lien entre la base et la Haute-Ville. Donc, ça aussi, c'était significatif pour moi. Puis, c'est un lieu de passage et tout ça, donc de cohabitation nécessairement. Donc, ça c'est à venir. Mais t'arrêtes jamais. T'as combien de projets? J'étais un petit peu désaffaré. Je sais plus trop que t'as demandé. Je prépare une liste là, en ordre. Oui, c'est ça. Mais comment tu fais pour aller chercher des subventions pour tout ça? T'as-tu de l'aide, tu sais, comme l'argent, tu vas chercher où? Dans le fond, j'ai des... présentement, la médiation culturelle, c'est assez in, là. Fait qu'il y a ça, beaucoup. Puis nécessairement, j'ai des bourses aussi de première ovation là, qui m'ont beaucoup supporté dans les dernières années. Grosso modo, c'est ça. Des fois aussi, c'est des organismes culturels qui vont chercher les sous dans un projet qu'on a créé ensemble. Donc, OK. C'est super ce que tu fais. C'est juste incroyable que tu en fais autant puis que tu sois toujours... Chaque projet a sa propre saveur puis que t'amènes ça à un autre niveau, puis tu rencontres des gens différents, puis après ça, tu passes à la prochaine étape, t'en fais un autre, puis c'est vraiment impressionnant. Ouais. Je t'ai pas encore parlé de la communauté naturiste. Ouais, c'est ça. On va le garder pour la... C'était quoi l'objectif de ça? C'est sûr qu'on n'est pas dans le monde de la rue ou le monde de l'organisme communautaire. C'est une communauté plus d'intérêt, je dirais. Oui. Mais tu sais, moi, je m'intéresse aux communautés. Est-ce que c'était un exercice avant d'aller vers un autre projet qui était en lien avec la sexualité ou ça avait rien à voir avec... Non, c'était suite au projet Nuit, mais il n'y avait pas vraiment de lien avant, après. C'était pas dans ma tête un processus, mais je dirais que l'idée de se déshabiller, c'est quelque chose qui revient un peu là, dans mes derniers projets puis dans les projets qui s'en viennent. Puis en fait, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre de quoi les gens ont envie de se déshabiller. Puis là, on est dans quelque chose d'un peu philosophique. Là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pu envie d'avoir dans leur vie? De quoi ils se libèrent en étant nus, finalement? C'est un peu cette réflexion-là. Puis, ça a été cool parce que j'ai vraiment fait dialoguer mon propre processus de déshabillage avec celui de la communauté. Puis, j'ai utilisé la buanderie, en fait, du camping. Parce que c'est comme une communauté qui est là à l'année, mais c'est un camping aussi où il y a des gens qui peuvent être de passage. Donc, pour moi, c'était un peu
bizarre là, d'utiliser la buanderie parce qu'il n'y a pas de linge, mais là, le monde, qu'est-ce qu'il lave d'abord, puis tout ça. Fait que c'était comme drôle. C'est ça. Fait que j'ai utilisé cet espace-là pour poser des questions aux gens sur des post-it. À un moment donné, j'avais fait une robe en plastique transparent, puis les gens, avec une question, fait que les gens pouvaient écrire sur cette robe-là la réponse à la question. Puis moi, cette robe-là est devenue une matrice en cyanotype. Fait que j'ai imprimé avec le soleil, tu sais, au lieu que ça soit les corps, ça devient comme un négatif un peu, dans le fond, le papier transparent. Avec toutes les écritures dessus? Oui, c'est ça, avec les écritures dessus. Puis cette robe-là, ben, je l'ai portée, moi je m'en suis déshabillée. Après ça, c'est eux qui ont écrit dessus, ben, sur la matrice. Après ça, je l'ai solarisée. Puis après ça, elle était dans une installation dans la forêt. C'était vraiment un processus, puis j'ai fait une œuvre processuelle à la fin pour un peu parler de ma réflexion. Donc, de quoi je me déshabillais moi versus de quoi les gens se déshabillent, puis mettre ça tous ensemble, finalement. Donc, ça a été vraiment une exploration aussi technique du cyanotype, puis de rencontre, puis exploration de la performance aussi, parce que c'était pas mal mes premiers pas en performance officiellement. Fait que... C'était inévitable à quelque part? Ben, tu sais, on dirait que la préoccupation du corps est là depuis longtemps. Oui, parce que toutes tes œuvres ou toutes les œuvres sur lesquelles tu travailles, c'est ça, il y a le corps. Oui, la notion de corporalité m'intéresse. Dans des œuvres vraiment plus personnelles que j'ai fait là, il y a vraiment longtemps, il y avait beaucoup le corps nu dans ce que je faisais. Puis à un moment donné, j'ai comme un peu dérogé de ça en évoquant le corps, finalement, plus qu'en le montrant. Puis ça, je trouve ça super intéressant de jouer avec ça. Puis là, ben c'est sûr que dans la communauté, ben nécessairement, moi, j'étais dans une expérience très intime où j'étais très vulnérable parce que j'étais nue aussi. Mais, tu sais, l'idée, c'était pas de montrer le corps pour autant. Donc, j'étais allée dans quelque chose de plus évocateur aussi. Puis l'année prochaine, j'ai une exposition à Presse Papier à Trois-Rivières, qui est un centre en estampe, où là, je vais offrir une performance où je me déshabille. Je sais pas jusqu'où je vais aller dans le déshabillage, là. L'idée, c'est que je vais avoir beaucoup de vêtements sur moi, puis je vais me déshabiller, en fait. Puis ça, c'est en collaboration là, des hommes de la Maison Revive aussi. Je travaille beaucoup. Oui, je vois ça. Puis tu sais, je pense que être artiste, c'est beaucoup de la gestion aussi, là. C'est beaucoup remplir des demandes de sub, c'est beaucoup justifier des choses. Tu sais, en fait, c'est super diversifié en même temps parce que je passe beaucoup de temps en atelier, je passe beaucoup de temps avec les gens, je passe beaucoup de temps dans l'idéation à écrire des affaires qui se peuvent pas puis que je veux faire naître, puis je passe du temps à monter des budgets puis à remplir des dossiers pour justifier que oui, j'ai eu la sub puis que c'est correct. Puis, fait que tout ça, c'est très, très diversifié, mais en fait, j'avoue que je me plais dans à peu près toutes ces... Ben, il y a des choses qui... Toutes les facettes, parce que tu vois, moi, mon défaut, c'est justement ça, c'est remplir des documents, puis faire justifier le processus, puis tout ça. Ça, j'ai toujours eu je crains cette étape-là, fait que, mais toi, ça semble quelque chose que tu aimes faire aussi. Ben, ça va. C'est sûr qu'il y a des moments que ça me tente pas de faire ça, là. Mais à peu près toutes les tâches de mon travail, je dirais que je les assume puis que je vis bien avec. Le projet Nuit, oui. J'ai eu la chance de le voir cet été. Je suis passé devant, puis c'était super. J'ai pas eu la chance de... Ben, en fait, c'est comme tu mentionnais tantôt, c'était le Red Light, c'était seulement qu'à l'extérieur, on pouvait rentrer aussi? En fait, on pouvait rentrer, puis il y avait une des œuvres qui était... En fait, c'est un processus avec une des femmes. On est allé en massothérapie. Puis moi, j'ai documenté ces séances-là. Donc, c'était, en fait, avec elle, on a décidé de vivre un processus de réinscription, dans le fond, du toucher. Après l'expérience du travail du sexe et tout ça. Ah, c'est vrai, ça doit être difficile quand même, hein, de faire de massothérapie. Elle se faisait masser. Oui, elle se faisait masser. Ouais, j'avoue qu'après vivre ces expériences-là Ben, c'est vraiment un processus. T'as pas envie de te faire toucher, là? Tu sais, je sais que ça a été vraiment significatif pour elle, cette expérience-là. Puis c'est ça, moi, j'ai pris des photos, dans le fond, durant la séance de massage. Puis son installation dans la vitrine à elle, c'était avant chaque séance, puis après chaque séance, je lui demandais d'écrire 10 mots sur une feuille. Puis on a réimprimé, dans le fond, ces mots-là en superposition, dans le fond, sur le mur. Puis en dessous de ces mots-là, il y avait une petite tablette avec 3 visionneuses. Puis, il y avait les photos que j'avais prises du massage, dans le fond. Là. C'était vraiment des gros plans sur les mains, dans le fond, du massothérapeute, sur le corps. Puis, c'était dans les petites visionneuses, là, dans des diapositives. Fait que les gens devaient vraiment entrer dans l'intimité, en fait, de la femme avec laquelle j'ai travaillé,
aller à la rencontre de cette expérience-là. Donc, on était dans quelque chose de très intime nécessairement. Donc, il fallait rentrer pour voir cette installation-là particulièrement. Puis aussi, à l'intérieur de la galerie de Sherpa, pas dans la vitrine, il y avait une deuxième installation qui était un lit. En fait, j'ai demandé aux femmes d'écrire des textes sur la tension qu'elles ressentaient entre la sexualité intime, leur sexualité à elles, et le travail du sexe. Donc, comment ils faisaient cohabiter un peu ça. En atelier, on a fait des ateliers de danse aussi dans ce processus-là. Puis, dans un des ateliers où on travaillait la réappropriation du corps, on a tracé le contour de leur silhouette sur un papier. Puis moi, j'ai utilisé ces silhouettes-là pour mettre les textes à l'intérieur des silhouettes. Puis, on imprime en sérigraphie chaque silhouette de femme sur un drap, un peu le même concept là, qu'avec les hommes. Mais là, c'était des textes, dans le fond, sur leur expérience qu'elles livraient. Voilà, fait qu'il y avait plusieurs draps encore là dans le lit, puis c'était un lit double cette fois, parce que nécessairement, on voulait évoquer l'idée de la sexualité, et les draps étaient rouges. On peut voir aussi, je pense, sur mon site. Est-ce qu'il y a moyen de... Ouais, on pourrait peut-être... je pense que... Pas sur mon site. Visiter la galerie virtuelle. Non, il n'est pas sur mon site encore. Ouais, c'est ça, c'est du travail. Puis déjà, comme je mentionnais, tu as du pain sur la planche. Fait que, en plus de t'occuper de la diffusion, puis d'uploader des photos, puis de... Ben, je dirais que si, mettons, j'avais... Puis, tu sais, je réfléchis un peu à ça présentement, là, parce que... Mais, tu sais, si, mettons, j'avais envie de déléguer, mettons, les coms, ce serait quelque chose que je pourrais déléguer, parce que je pense que je suis pas la meilleure personne pour faire ça, là. Puis, je trouve ça intéressant aussi quand... c'est quelqu'un d'autre qui a un regard sur ta pratique, plutôt que toi de la vendre tout le temps. Au niveau de l'énergie nécessairement, mais au niveau aussi du propos, je trouve que c'est différent puis c'est intéressant. Je le mentionnais avec la dernière invitée, Flavie Dufour, puis elle, c'est ça, elle semblait vouloir tout faire. Ben, pas tout faire, mais en tout cas, elle avait la patte dans plusieurs aspects de son travail, puis moi, la seule chose que je lui avais dit, c'était ça, justement. C'était, tu sais, si jamais tu peux, ce serait de déléguer à quelqu'un comme ça. Toi, tu peux vraiment te concentrer sur ton travail, ce que tu fais principalement, puis te lâcher lousse là-dedans, mais parce que... Ben, tu sais, c'est comme si, au début, nécessairement, quand tu commences une carrière artistique, je pense que t'es contraint à ça ou tu te pointes devant cette réalité-là. T'as comme pas le choix, là, parce que t'as pas les sous. De toute façon, puis c'est ça. Donc, moi, j'ai fait une formation qui s'appelle Gestion de carrière artistique, qui se donne à l'Ampli de Québec. C'était 4 mois de formation sur, genre, de écrire une démarche artistique à faire un rapport d'impôt comme travailleur autonome. Là. On voyait vraiment tout. Puis après ça, ben, j'avoue, j'avais vraiment mon coffre à outils plein pour faire face à tout ça, mais c'est sûr qu'après, j'ai des préférences. Là. La finalité de ce que tu entreprends avec toutes ces... Chaque groupe de personnes, chaque communauté, finalement, c'est un événement qui se vit. À un moment donné, c'est terminé, puis il y aura pas, ça sera pas transporté dans un autre endroit. Il y aura pas de. Ça peut, en fait. Par exemple, c'est possible. Après, c'est d'envoyer ça quand il y a des appels de dossiers, dans le fond, d'envoyer ces expos-là. Donc, je le fais. Donc, ça peut rouler, en effet, dans d'autres centres d'exposition. Ça serait une possibilité. OK. Puis ça rejoint l'aspect de la diffusion. C'est que toi, il y a un exercice de diffusion d'aller sur le web puis de cataloguer tous tes projets puis de les mettre dans accessible pour que le monde puisse les voir. C'est pas évident. J'imagine que le trip, entre guillemets, c'est bien plus de... Ben, c'est sûr que moi, ce qui me fait triper, c'est plus d'être avec les gens puis de faire des ateliers puis de faire des projets. Là. C'est ça. C'est ça le noyau de ce que j'aime, de ma job puis ce que j'aime faire le plus. Là. C'est sûr que quand j'ai plein de projets comme ça, ben des fois... oui, quand il y a eu une diffusion, ben je passe à un autre projet puis je tripe un autre projet puis c'est cool comme ça. Mais c'est sûr qu'après, je pourrais faire rouler cette expo-là peut-être dans 8 autres centres. Là, mais c'est ça, il faudrait que je le fasse. Ou carrément, les gens vont prendre cette idée-là puis l'appliquer avec d'autres gens. Ou peut-être qu'ils t'inviteraient carrément à aller dans un autre endroit, un autre centre. Puis Ben, je suis ouverte aux invitations. Je sais pas. Parce que c'est des bonnes idées, c'est des belles idées. Puis en plus, c'est pas juste une artiste qui veut créer avec des gens sans avoir la compétence sociale d'aller comprendre vraiment les enjeux puis comment aborder ces gens-là, parce que toi, tu as la formation, fait que tu sais comment le faire. Oui. Tu sais, ça m'arrive de... J'aime bien, en fait, tu sais, quand je peux quand même
quand je travaille dans des milieux sociaux comme ça, que je puisse collaborer quand même avec des intervenants sociaux. Parce que c'est sûr que, tu sais, moi, je me positionne, la posture que je prends, c'est vraiment la posture d'artiste dans les organismes. Mais c'est sûr qu'en même temps, ça arrive qu'il y a quelqu'un qui file pas, qui a un état de crise ou quoi que ce soit, puis que je peux être interpellée comme intervenante sociale. Tu sais, ça peut arriver. Mais j'aime bien pas mélanger les chapeaux puis comme rester quand même dans les souliers de l'artiste. Puis je trouve aussi que dans cette posture-là, je suis pas menaçante du tout. Tu sais, on va jamais faire de plan d'intervention ensemble, puis tu n'auras jamais à me dire oui, t'es pas rentré dans ton indicateur là, cette semaine. Tu sais, c'est pas ça. Fait que c'est une position dans laquelle je suis beaucoup plus confortable aussi. Quand tu diffuses, tantôt tu mentionnais Télé-Québec, dans le fond, de fil en aiguille, tous tes projets apportent des nouvelles rencontres avec les gens, mais aussi avec des personnes qui vont aider à faciliter la distribution du projet, la diffusion. Là. Tu sais, le genre de projet avec la communauté, je pense que les gens s'intéressent de plus en plus à ça aussi, puis ça se démarque nécessairement autant dans le milieu social que dans le milieu artistique. Tu sais, c'est un peu différent, donc c'est ça. J'ai eu des belles opportunités là, par rapport à ça au niveau médiatique. Là. Je sais pas, on a fait le tour. Dans le fond, il y a les sites web, juste pour le rappeler, il y avait Gabriel Bélanger, artiste, au singulier, avec gabriel.bélanger.artiste, singulier, sur Facebook. Puis sinon, le site web, c'était gabrielbélanger.wordpress.com. gabrielbélangerart.wordpress.com. OK. Ouais. J'ai beaucoup de collaborations avec Engramme, le centre d'artistes dont je suis membre. Donc, il y a beaucoup de projets que je fais qui découlent de ça, ils diffusent sur leur site, Engramme? Donc, l'adresse d'Engramme, c'est engramme.ca. C'est une page, c'est un regroupement d'artistes, c'est ça? C'est un centre d'artistes, dans le fond, qui est membre de la coopérative Méduse, là, dans la Côte-Abraham. Ah. Ouais. OK, puis eux, c'est des artistes engagés ou ça peut être des artistes c'est vraiment décoratifs, comme je mentionnais tantôt? c'est vraiment de tout. Puis, l'idée, c'est ce qui nous relie, c'est l'estampe, en fait. Donc, que ce soit la sérigraphie, la gravure ou la litho. Puis, tu mentionnais Sherpa aussi. Oui, puis Sherpa, avec qui je fais beaucoup de projets de médiation culturelle. En fait, Sherpa, c'est un centre d'activité qui travaille autour du rétablissement en santé mentale. Puis, ils ont vraiment un volet vie citoyenne, médiation culturelle, art social. Ma démarche peut bien s'inscrire dans leur mission, ou, tu sais, en tout cas, leur mission puis ma démarche sont quand même liées, là, à quelque part. Fait que c'est ça. Ça arrive souvent qu'on collabore ensemble, que ce soit pour des projets de médiation ou des interventions. En fait, la Carriole, le projet Stand Nomade, avec laquelle je suis allée dans la rue là, cet été, c'est vraiment une collaboration entre moi, Engramme et Pêche Sherpa. Donc, il y avait des intervenantes de Pêche Sherpa qui venaient dans la rue avec moi chaque semaine, et Engramme était porteur du projet. Donc, c'est vraiment une collaboration. En fait, Sherpa, c'est le gros immeuble plein de couleurs qu'il y a sur la rue Charret. Au bas, il y a comme les bureaux de pêche et le centre où il y a, la vitrine, donc l'exposition, l'espace d'exposition, la galerie, tout ça. Puis c'est là aussi qu'il y a beaucoup de médiation culturelle qui se fait. Puis en haut, c'est des logements sociaux pour les artistes et pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Il faut être fait fort pour travailler dans ce milieu-là. Puis, il y a des bons moments, mais il y a des moments difficiles aussi que des fois, faut que tu parles avec du monde qui vivent des affaires difficiles dans la vie, puis ça doit vraiment pas être évident. Là, c'est clair. Faut être fait fort là, pour... Oui, c'est clair que dans des milieux vulnérables comme ça, je pense que t'es beaucoup plus confronté à la mort, en fait. Ouais. Clairement. C'est pas tout le temps des suicides, là, mais des gens qui ont des problèmes de santé parce qu'ils n'ont pas les moyens de prendre soin d'eux, par exemple, des trucs comme ça. Donc, tu sais, la maladie, la mort, des choses un peu... je pense que c'est assez monnaie courante, là. Fait que, tu sais, c'est intéressant c'est un intervenant qui a une carrière de plusieurs années, avec combien de personnes il est en contact, tu sais, qui vont pas bien, puis qui sont... C'est ça, qui ont... Comment tu fais, toi, pour... Est-ce que émotionnellement, est-ce que tu es attaché à certaines personnes? Puis est-ce que toi, comment tu fais pour... Tantôt, tu mentionnais que tu avais un projet après que tu as fait pour essayer de purger... pas purger, ça, c'était pas tes mots, là, mais est-ce que c'est comme tu te débarrasses de certaines émotions difficiles ou...
Ben, je pense que j'ai besoin d'une pause, des fois, après un projet. Puis pour décanter un peu. Puis pour laisser émerger un autre regard aussi sur les choses, parce que quand tu es immergé dans quelque chose, nécessairement, il y a des choses que tu vois pas ou tu vois d'une certaine manière. Puis je pense que j'ai besoin de me dégager à quelque part d'une réalité pour pouvoir la regarder autrement, peut-être, ou tout ça. C'est comme, j'ai eu une invitée, Karina Vernet-Cassis, puis elle est clown. Elle fait du théâtre, mais elle est clown dans des hôpitaux pour les enfants puis les vieillards. Mais c'est difficile, là. Je peux pas imaginer, je sais pas c'est quoi son processus pour se débarrasser de certaines émotions, mais elle a raconté des histoires. Là. J'ai un extrait du podcast, puis elle racontait comme quoi que il y a une mère dans un hôpital qui est venue la chercher par la main, puis elle vient chanter pour mon enfant, puis là, elle arrive, puis l'enfant était décédé. Puis la mère voulait qu'elle chante quand même, là, puis elle chantait pour un enfant, mais il était décédé, puis la mère était comme image. C'est sûr qu'il y a des moments d'une extrême sensibilité qu'on vit, je pense, dans des contextes de projets comme ça. Là, nécessairement, j'en ai vécu. Puis en même temps, il y a quelque chose de dur là-dedans, mais on dirait que moi, je trouve ça en même temps beau. Puis je trouve ça très touchant, émouvant. Puis c'est pas juste le trip de se servir de ça pour la création, mais il y a quelque chose de très brut aussi qui est comme précieux, en fait. Puis en fait, c'est ça, c'est que ça amène à partager des moments vraiment précieux avec des gens, puis nécessairement, ça devient significatif là, dans le processus. Fait que je me sens comme... Il y a des choses vraiment difficiles qui me sont racontées, puis en même temps, je me sens juste privilégiée qu'on me fasse confiance. Puis... En fait, il y a quelque chose de profondément humain dans tout ça. C'est plus ça qui... Parce qu'ils ont besoin d'un contact. Là, je parle des travailleurs de rue. Même ceux qui sont sans abri, ils ont besoin de contact humain, de gens qui les respectent, puis qui ont envie de leur parler, puis qui ne sont pas jugés. Ben oui, c'est ça. Ils ont envie de se sentir normal, comme tout le monde. Hein. Fait que tu leur apportes de l'espoir. Puis, Puis tu sais, moi, je pense que je suis quelqu'un qui est bien entouré aussi, là, tu sais. Fait que c'est du support, j'en ai autour de moi. Puis, je sais pas, on dirait que mon expérience d'intervenante sociale me permet peut-être aussi d'avoir une genre de distance professionnelle qui fait que je peux faire ce travail-là. Je sais pas trop, mais j'ai appris je pense à... C'est pas vrai que je ramène jamais de choses chez moi, là, mais on dirait que je suis capable quand même de faire la part des choses. Mais je sais pas trop comment. Je peux pas vraiment l'expliquer. Mais ouais. C'est comme être infirmier ou comme être... je veux dire, tu te sens valorisé, c'est une vocation. Là, c'est pas un emploi. Là, c'est ça, c'est une vocation. Tu as un besoin d'aider. C'est comme un... Ouais. Tu pourras pas t'empêcher de faire ça. Là. Mais d'aider, mais... Tu sais, pour moi, là, ces projets-là, il y a comme quelque chose de très dans la réciprocité, dans le sens que moi, je suis pas en train d'aider quelqu'un, là, je suis pas en train d'aller sauver le monde. C'est comme plus genre un partage d'humain à humain. C'est vraiment ça, en fait. C'est que ça soit avec les travailleuses du sexe, avec les hommes de Revive ou avec... quand je pars sur la carriole dans la rue, ben c'est juste de partager un moment ensemble, finalement. Fait que c'est ça. On est plus dans le contact d'humain à humain, en fait. Je vois comme ça. Je me positionne pas comme une aide ou comme... On est vraiment dans l'égalité, là. C'est le fun, l'humilité chez un artiste, parce qu'il y en a beaucoup, que, surtout dans notre époque narcissique, que les gens veulent s'afficher comme étant artistes, puis ils sont complètement imbus d'eux-mêmes. Là. Puis eux, leur but, c'est de promouvoir leur brand ou leur image de marque, puis de pas faire autrement que juste penser à eux-mêmes, puis de faire la pièce. Là. Mais toi, c'est complètement... C'est pas ça du tout. Là, qu'est-ce que Mon tu fais, intérêt est pas vraiment... En fait, c'est drôle parce que, tu sais, il y a quand même deux logiques, là, je pense, dans le milieu de l'art. Tu sais, il y a une logique peut-être plus où on vend des œuvres, tu sais, puis que finalement, tu offres un service, là, je sais pas trop, là, tu sais, tu vends ton art et tout ça. Ouais, c'est le milieu des galeries, je dirais. Puis il y a le milieu peut-être plus de la recherche, là, où on est plus dans exposition de centres d'artistes et tout ça. Puis en fait, tu sais, ça arrive souvent qu'il y a des gens qui me disent « Ouais, mais là, est-ce que tu vends des œuvres? Est-ce que tu vends des œuvres? » Puis
Je suis comme, non. Mais tu sais, on dirait que ça me passe même pas par l'esprit de vendre quelque chose, en fait. C'est pas vraiment ça, j'ai pas vraiment d'intérêt là, à faire ça. En fait, tu sais, ce qui m'intéresse, c'est plus... En fait, je me sens hyper chanceuse puis privilégiée de pouvoir gagner ma vie en rencontrant des gens qui ont des histoires de vie exceptionnelles puis de pouvoir co-créer avec eux, tu sais. Ouais. Bon, recap des sites web que vous pouvez aller voir, c'était Gabriel Bélanger .wordpress.com. Puis le Facebook, c'était gabriel.bélanger.artiste au singulier sur Facebook. Puis à part de ça, est-ce qu'il y a des trucs qui s'en viennent que tu pourrais promouvoir? Oui, je vais faire une intervention dans l'ascenseur du Faubourg sous le thème de la cohabitation. Ça s'en vient début décembre. C'est une intervention en sérigraphie. Puis, au printemps 2019, je vais exposer à Presse Papier, un centre en estampe à Trois-Rivières. L'exposition s'appelle « Se déposer, laisser tomber, se départir ». Donc, c'est un processus qui est personnel, mais qui découle d'un projet avec les Hommes de la Maison Revive, sous l'idée de laisser tomber des choses, déposer des choses qu'on ne veut plus dans notre vie, dans le fond. Super. Bon. Je te remercie beaucoup, Gabriel Bélanger. Merci d'être passé. Puis on se reprend prochainement quand tu veux. Cool. Merci. Bonne soirée. OK. C'était vraiment le bordel. C'était un peu décousu, mais